tu joues ton quatrième down. T'es en retard, t'es en fin de match, tu joues ta quatrième, tu la loupes. Alors, je vais pas dire pas de regret, mais au moins tu le fais sans complexe. Là, même si tu passes son coup de pied, de toute façon, il va falloir que tu remarques derrière. Je pense que tu te mets dans une double galère. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Tailgate, le live 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve en ce lundi soir pour parler de la fin de la 3e semaine de compétition, mais aussi de tout ce qui s'est passé hier. Et Dieu sait s'il s'en est passé hier des choses. Et nos amis des Broncos pourront nous en parler mieux que nous. Si vous êtes fan des Broncos et que vous êtes encore en vie, n'hésitez pas à venir dans le chat pour nous raconter comment vous avez vécu ce match. J'avais pas d'autres mots. Pour nous accompagner et vous accompagner pendant toute cette émission, celui qui est dans ses petits souliers parce qu'il sait pas si Joe Burrow va jouer et il sait même pas si Joe Burrow va réussir une passe ce soir avant de se blesser, puisqu'on est bien sûr lundi soir et qu'il y aura forcément un gros blessé sur le terrain. C'est Arthur. Salut Arthur, comment tu vas? Salut Flav, un peu stressé, un peu impatient, mais sinon ça va. Et celui qui est complètement détendu, parce que lui, il a gagné depuis jeudi. C'est d'ailleurs le seul dans la rédaction qui est encore détendu, parce que bon, tout le monde perd, sauf lui. C'est Seb. Salut mon Seb, comment tu vas? Salut Flav, salut Arthur, salut à toutes, à tous et à toutes, et surtout à tous les free agents qui ont signé des gros contrats juteux. On se retrouve pour donc débriefer cette 3e semaine de compétition NFL, une semaine qui a été complètement folle, toujours avec Seb, toujours avec Arthur, avec tout le monde dans le chat pour nous poser vos questions, pour discuter un petit peu de cette 3e semaine qui a vu des choses improbables, du comeback, des victoires dont on ne s'attendait pas vraiment à les voir là, soyons honnêtes, et une victoire record, on en reparle dans quelques instants. Juste avant de parler de cette victoire des Dolphins de Miami, je souhaiterais remercier chaleureusement au nom de toute l'équipe de TFA Mathieu qui est avec nous dans le chat, et j'en profite puisqu'il est là pour le remercier pour sa très gentille vidéo qu'il a fait sur TikTok pour parler de l'application de TFA. Je précise à tout le monde qu'elle a été faite de son propre chef sans aucune demande de sa part, ce qui rend la chose encore plus sympathique. Donc merci au nom de toute l'équipe, Mathieu, pour ta très gentille vidéo sur notre application, et j'espère que cette application vous plaît parce que vous êtes de plus en plus nombreux à la télécharger et ça nous fait vraiment très très plaisir. Donc encore une fois, merci à toi mon cher ami, on se retrouve très vite puisqu'on va faire un podcast ensemble la semaine prochaine. On repart sur cette 3e semaine de compétition donc. On va commencer par une nouvelle rubrique. Et là, je prends mes deux compères au dépourvu parce qu'ils ne sont même pas au courant de cette rubrique. Une rubrique que j'ai appelée « Et si vous étiez coach ?» Et si vous étiez coach, on va revenir sur 2 décisions qui ont fait beaucoup de bruit dans cette 3e semaine de compétition. La première, c'est Josh McDaniel qui a choisi de partir en 4e tentative. Et la question est très simple. On rappelle la situation et vous allez me dire si oui ou non vous auriez pris la même décision que le coach, que l'appel de jeu qui a été fait par le coach. Vous avez compris le concept? C'est bon? Voilà, très simple. Oui, parfait. Alors, on rappelle la situation pour les Raiders de Las Vegas. C'était pendant le Sunday Night Football. Mené 23-15. Il reste 2 minutes, un peu plus de 2 minutes à jouer. Et ils sont en 4e et 4 à 8 yards de la ligne de Pittsburgh. Josh McDaniel décide de tenter le field goal plutôt que de jouer la 4e tentative pour tenter d'égaliser. Seb, est-ce que à sa place, tu prenais la même décision? Non, tu joues ton quatrième down. T'es en retard, t'es en fin de match, tu joues ta quatrième, tu la loupes. Alors, je vais pas dire pas de regret, mais au moins tu le fais sans complexe. Là, même si tu passes son coup de pied, de toute façon, il va falloir que tu remarques derrière. Je pense que tu te mets dans une double galère. Alors lui se défend en disant que de toute façon, même s'ils avaient marqué avec la conversion à 2 points, ce qui fait beaucoup de si, de toute façon, il aurait fallu une nouvelle possession pour gagner parce qu'ils auraient été à égalité et que de toute façon, il leur aurait fallu une nouvelle possession pour gagner. Mais cette possession aurait pu avoir lieu en overtime. Exactement.
Ça, c'est... Exactement. Moi, je comprends pas la logique de ne pas tenter, de vouloir, dans cette situation-là, où tu es quand même en retard, de vouloir plier le match absolument au 4e quart-temps, alors que tu as la possibilité de décrocher. Alors, possibilité, attention, il y a une marche quand même. C'est 4e et Oui, 4, c'est ça 4e et 4 à 8 yards de la ligne. À 8 yards de la ligne. Bon, t'as quand même une marche, mais elle est pas un down, c'est un down, c'est un down. Donc non, moi je comprends pas le field goal. Ok, tes 3 points ils sont assurés, mais tu te mets dans une double galère. C'est-à-dire, ou alors t'es sûr de ta défense et t'es certain qu'ils vont faire un stop, qui vont provoquer le 3 and out sur la prochaine possession. Alors Mais on est à Las Vegas. pour information, ils ont réussi à récupérer la possession derrière, puisqu'il y a eu un punt après 5 jeux, je crois, ou 6 jeux. Il y a eu un punt, mais qui n'a laissé que 7 secondes à Jimmy Garoppolo, ou Ouais. oui, c'était, je sais même plus si c'était Ouais. encore Jimmy Garoppolo sur le terrain à ce moment-là, parce que il y avait un petit problème de protocole de commotion, le pauvre Jimmy. Mais en tout cas, ils n'ont eu que 7 secondes pour tenter d'aller chercher la victoire, parce qu'il se terminera par une interception d'ailleurs. Il y a Nathieu voilà. qui dit ils sont là pour gagner ou pour tanker. Non, mais Nathieu qui dit derrière, les Raiders sûrs de leur défense pour interrogation, mais voilà, exactement. C'était quand je disais ça, c'était ironique. Voilà, faut être sûr de ta défense, sauf que t'es les Las Vegas Raiders, quoi. Il y a un problème. Donc non, moi je comprends pas. Il y a des coachs qui ont été virés pour moins que ça. Mais bon, après une fois de plus, moi je suis bien malin de dire ça derrière mon écran, dans mon petit fauteuil et avec mon petit micro. On précise que de toute façon, aucun d'entre nous, ni dans la rédaction de TF1, n'a le niveau pour être coach en NFL, que c'est une rubrique qui se veut, voilà, où on revient parce que c'est comme ça, c'est amusant de le faire. Mais il y a rien de, on ne se prétend pas meilleur que les coachs qui sont sur le bord du terrain. Arthur, toi, 4e tentative ou field goal et tu tentes de récupérer le ballon derrière? 4e tentative directement. Il reste 2 minutes. Comme l'a dit Nathu dans le chat, sûr de la défense des Raiders. Non, là, honnêtement, il resterait 6 minutes. Bon, pourquoi pas? Là, on peut dire pourquoi pas. Mais là, 2 minutes, il reste trop peu de temps pour pouvoir espérer faire quelque chose, parce qu'ils ont certes récupéré la balle, comme on l'a vu. Donc, c'était à 25% payant, mais après 7 secondes, tu fais rien. Tu fais un Hail Mary et c'est fini. Ouais. Donc d'ailleurs, c'est ce qui a été tenté et ça a fini en interception finale pour les Steelers. Deuxième choix qui a fait débat, c'est toujours presque un McDaniels, le choix de l'entraîneur de Miami de ne pas taper le field goal à la fin du match alors que les Dolphins menaient 70-20. Il a fait le choix de ne pas tenter un field goal qui était largement accessible, préférant emmener le chronomètre, faire couler le chronomètre. Est-ce que ils auraient dû taper ce field goal et aller très probablement chercher les 73 points et donc le record absolu du nombre de points inscrits en NFL? Arthur, est-ce qu'il a bien fait de respecter l'adversaire? Est-ce que c'est vraiment respecter l'adversaire que de ne pas tenter ce field goal? En fait, je pense qu'il y a plusieurs points de vue à prendre. Soit en fait on vise le record, on peut avoir le record et c'est quand même quelque chose d'incroyable. Soit on se dit quand même non, on va pas leur infliger ça, ou enfin après 70-20, mais Est-ce que l'humiliation est plus grande à 73-20 qu'à 70-20? C'est ça la question. Non, en fait je sais pas, je saurais pas dire pourquoi il a refusé de prendre le field goal et de laisser couler le temps. Mais il l'a fait parce qu'il a justifié en disant qu'il voulait pas un retour de karma pour avoir par péché d'orgueil été chercher le record. Et puis je pense que pour lui c'est une question de respect de l'adversaire, de se dire il y aurait eu 41-20 par exemple, on n'aurait pas tenté le field goal, on aurait laissé courir le chronomètre. Donc pourquoi on le fait à 70? Voilà. Je pense que c'est ça le truc. Non mais je trouve quand même qu'il est quand même un peu humble. Ah oui, cette action, là, franchement, c'est très très honorable. Après, si j'étais coach, moi, j'aurais tapé le record. Je suis désolé toi, tu prenais le record. Non, alors, dites-nous dans le chat ce que vous auriez fait si vous auriez pris ce field goal pour le record ou pas. Seb? C'est compliqué. Ah oui, et puis lui, il a 10 secondes pour choisir. Hein.
Moi, ce que je vois surtout, c'est que voilà, on sait que McDaniels, il a un état d'esprit qui dénote un petit peu parmi les coachs NFL et une attitude également. Et je pense en effet que pour lui, c'est un geste, j'allais dire un geste d'humanité, mais ouais, pas loin. Il parle de retour de karma. Je pense effectivement qu'il croit à ça. Il s'est dit pourquoi faire, à quoi bon. Qu'est-ce que ça apporte à mon club? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? On les a déjà écrasés. C'est bon, laisse filer. Je peux le comprendre. Alors, Alors je mets de gros guillemets à humainement parce qu'on parle quand même pas. C'est pas la guerre en Ukraine, hein, c'est qu'un match de football, attention. Mais voilà, humainement, je le comprends. après, il y a Scornieux qui nous dit, après, quand t'es à 20 yards et que tu tapes pas le field goal, est-ce que finalement, c'est pas encore plus humiliant Ouais. que de le taper, tu vois? Je sais pas. Moi, je pense pas que ça parte de ce type de sentiment de la part de McDaniels parce que c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas l'air d'être dans ce type d'état d'esprit. C'est certainement un gagnant, hein. Enfin, il y a qu'à voir ce qu'il fait avec Miami depuis 2 saisons, mais c'est pas un sanguinaire. Le Jus qui nous dit, oui, 70 ou 73 points, peu de différence, le respect avait déjà disparu bien avant. Voilà. Oui, et puis Alors, pas forcément du côté de Miami, hein, le respect il avait disparu. Bon, ça c'est autre chose. parlons-en justement, Ah, voilà. parlons-en de ces Quand même. Dolphins record. 70 points marqués, c'est donc le deuxième plus grand total depuis 1966. Où c'était Washington hein, qui avait battu. Tiens, ce serait pas les Giants d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. Les chiffres sont absolument incroyables. 726 yards offensifs réussis par les Dolphins de Miami dans ce match. C'est tout simplement voilà, il n'y a même plus de mots pour qualifier ça. 309 yards à la passe pour Tua Tagovailoa qui a lancé plus de touchdowns, à savoir 4, qu'il n'a pas complété de passes, à savoir 3. C'est quand même assez impressionnant. Il a lancé plus de touchdowns que d'incomplétions dans le match. C'est quand même, voilà. C'est assez dingue. Et alors, on a eu un Devon, alors, comment on dit? Akane, c'est ça? J'ai regardé la prononciation aux États-Unis tout à l'heure. Voilà, donc notre ami running back rookie, 203 yards au sol, 2 touchdowns, 30 yards en réception, 2 touchdowns, donc 4 touchdowns au total. Tu rajoutes Tyreek Hill à 157 yards, Ryan Mostert à 82 yards et 3 touchdowns. Bref, Seb, c'était portes ouvertes à Denver. Alors moi, première chose que je tiens à faire, je veux m'excuser auprès des fans des Giants parce que je me suis beaucoup moqué après la défaite 40-0 à Dallas. Et non, il y a un club qui avait encore de la marge, donc je m'excuse vraiment auprès des fans des Giants parce que là, quelque part, c'est un exploit. Ce matin, quand je me suis réveillé, j'ai consulté une excellente application d'un excellent site francophone qui s'appelle The Free Agent. Je sais pas si vous Avec connaissez. un excellent rédacteur qui a mis, qui avait fait le résumé de la Red Zone, n'est-ce pas? Absolument, absolument quelqu'un de brillant et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et donc, en regardant les résultats, je t'assure que, enfin, je veux dire, j'ai fermé l'application, je l'ai rouvert, je me suis dit, il y a un bug. C'est pas possible. Il s'est planté, il s'est trompé de touche en tapant le résumé. Ça n'existe pas ce score-là. Donc du coup, non, mais je suis allé vérifier sur NFL.com hein, quand même parce que je me suis dit, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et ben si c'est possible, et alors sans rire, je pourrais dire que je l'ai vécu et j'en suis pas peu fier. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que bon, je vais pas revenir sur Miami. Miami, on sait qu'ils sont très forts, peut-être même plus qu'on ne le pensait en début de saison. On va pas revenir là-dessus. Les chiffres, tu les as donnés. Voilà, Tyreek Hill avec 157 yards et un touchdown. Devon Aken qui est la révélation du match. T'as quand même Raheem Mostert également, running back, qui rajoute 82 yards en 13 portées, 3 touchdowns. Ouais. Enfin, portes ouvertes et qu'est-ce qui s'est passé? La photo où tu vois Kane qui a couru avec tous les joueurs de Denver par terre est absolument incroyable. Tu croirais à Madden autour de lui qui sont au sol. Il leur a marché dessus. Tu te dis que les types tiennent pas debout. Enfin, je suis désolé, ça fait vraiment conversation de comptoir hein, là ce que je suis en train de dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une défense qui encaisse 726 yards et 70 points, 10 yards par jeu. C'est-à-dire que à partir du moment où Tagovailoa il dit hut, le first down il est fait.
C'est juste incroyable. Patrick Surtain, Justin Simmons, DJ Jones, où est-ce qu'ils étaient? La défense, cette défense qui prend 7 pénalités, qui se fait tuer par des problèmes de discipline. Enfin, je sais pas je sais pas ce qui s'est passé. C'est Vance Joseph. Je pense que ce matin dans le bureau de RH, il a fallu qu'il justifie son job et son salaire parce que quand tu prends quelque chose comme ça, comment est-ce que comment tu t'en relèves? Parce qu'en plus là, ils sont partis pour être le laughing stock de la ligue pour la saison qui vient. T'as déjà des mèmes qui circulent qui disent Miami a marqué plus de points en un match que Denver en 3. Ouais, non, mais c'est absolument terrible. Il y a cette question de. Moi, je suis sous le choc. Je suis sous Cette le choc question de également. Biotime, si tu as une réponse, Seb, comment on peut expliquer le niveau de cette défense des Broncos qui était excellente en 2000, enfin qui était très bonne en 2022, qui a tenu l'équipe, parce qu'on rappelle que s'ils avaient juste marqué un touchdown de plus, leur bilan était quasiment inversé en 2022. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire les playoffs avec juste un touchdown à chaque match de plus. Et là, c'est les portes ouvertes. Mais ce qu'il y a surtout, c'est que ce qui m'inquiète, c'est que pour les Broncos, t'as l'impression que chaque semaine, c'est de pire en pire. Qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Ah non, pardon, la semaine prochaine, ils affrontent Chicago. Ah oui, alors la semaine prochaine, donc, ne manquez pas, le 1er octobre à 19h, un trépidant Chicago Bears Denver Broncos qui vaut son pesant de cacahuètes. Je le dis, les amis, ça vaut quand même, ça vaut son regard. Moi, je vous le dis tout de suite. Je serai vous, vous prenez votre Game Pass et vous regardez que ce match-là. Si Splay a pas eu le bon goût de choisir cette affiche-là, c'est dommage. Ah, c'est dommage, quelle pub. Voilà, Score Gnogno qui nous dit c'est le coach des Broncos qui prend cher aujourd'hui vu ce qu'il avait dit en prenant le poste. Mais oui, mais oui. Sean Payton, il va certainement peut-être même se cacher justement derrière Vance Joseph là, mais je suis désolé, vu l'arrogance dont il a fait preuve en arrivant à Denver. Alors, en arrivant, c'est Sean Payton. Pourquoi pas, tu dis, il peut se permettre d'être arrogant. Il arrive avec l'aura de Sean Payton. Mais quand tu vois le résultat, quand tu vois comment il a dézingué le travail de l'équipe précédente, et en particulier de Nathaniel Hackett lors des camps d'entraînement, mais c'est une honte. C'est une honte. Et pour répondre à Biotime, Biotime, je suis désolé, j'arrive pas à l'expliquer. Cette espèce de chute inexorable, jour après jour, semaine après semaine. Je sais même pas comment on peut se relever de ça. J'ai même pas envie de dire ça va être intéressant à suivre parce que t'as parfois des défaites intéressantes. Là, c'est juste désolant. Arthur, quelque chose à ajouter sur ce Dolphins Broncos absolument dingue? J'avais un mot à dire, mais je vais pas le dire parce que j'ai pas le droit de le dire. Sur la performance des Dolphins, du coup, je vais m'abstenir. Oui. Imaginez-vous ce que vous voulez, mais 70 points. 70 points, bazar. Pour être honnête. Voilà. C'est ce que je me suis dit ce matin, dis donc. Non, fichtre, ça perd l'hypopète. Voilà. Ouais, ça perd l'hypopète. Non, mais là, il y a un moment, il faut se remettre en question. La question, c'est alors, on a une question dans le chat qui nous dit est-ce que les Broncos peuvent faire encore pire? Si vous vous souvenez bien de la semaine dernière, je vous ai dit, quand on a parlé des Broncos, on a dit, ah bah tiens, ils ont perdu un deuxième match. Et je vous ai dit, le pire, c'est qu'ils en perdent 2 à la maison, tu vois. Et qu'après, ils allaient chez les Dolphins. Alors, personne ici, personne chez TFA et personne dans le monde ne pouvait s'imaginer ce qui s'est passé hier. Ça, voilà. Mais, tu savais qu'ils étaient en grand danger quand tu vois comment l'attaque de Miami peut tourner. S'ils perdent la semaine prochaine contre Chicago, je crois qu'ils auront fait encore pire. Donc ils peuvent encore, oui. C'est surtout que la saison dernière, on pensait pas vraiment qu'ils pouvaient faire pire que ce qu'ils avaient fait, mais là, ça fait mal. Ça fait mal. Je suis désolé pour tous les fans de Denver. On salue Vince, qui est fan de Denver chez nous, dans notre rédaction. Ouais, je suis pas sûr que vous allez revoir des tableaux noirs sur le site prochainement. C'est une blague. Hein, il était pas très bien hier, Vince. On le salue bien amicalement. Tu voulais dire quelque chose sur est-ce que les Broncos peuvent faire pire? Ce qu'il y a, c'est que moi, Chicago, ils sont également à la recherche de leur première victoire. Ils vont être morts de faim, eux également, ils sont chez eux. Sur ce match. Et ils sont chez eux.
Ils sont à Soldier Field. Donc, est-ce qu'ils peuvent faire pire? Oh. Il y a un potentiel. Et Il y a un potentiel. Soldier Field au mois d'octobre, ça sent quand même bien les conditions pourries. Moi, je le sens bien ce match. Je vous le dis, on va vivre un moment d'anthologie dimanche prochain. Faut faire un live commentaire, c'est pas possible. Ah oui, On est obligé. Non, mais c'est un match Ouais, c'est interdit aux dépressifs. Ils vont jouer les Bears, votre médecin parce que les Bears, les Raiders, les Jets, les Broncos. S'ils Et- perdent là, non, Oui, en là, plus, c'est- t'as envie de dire, c'est quand même pas des équipes qui jouent les ténors du championnat. T'aurais ben, envie de dire, allez, c'est à leur portée. Mais non, même Même pas. pas, Je même dis que pas. c'est même pas à leur portée, quoi. je rappelle Il y a qu'ils 2 ont déjà semaines, j'aurais perdu dit contre, ok, mais là, non. ils ont déjà perdu contre les Raiders, en plus, au premier match cette année. Donc, Ouais, ça c'est déjà fait. Donc ce sera à Las Vegas cette fois, qui devront aller se coltiner. C'est désolant. En tout cas, on va suivre ces Denver Broncos avec une attention particulière. Oui. Aussi, nous allons les suivre. Autre équipe qui est à 0-3, il y en a plus tant que ça, parce qu'il y a énormément, il y a une flopée d'équipes à 2-1 et 1-2. Mais on n'a plus beaucoup d'équipes invaincues, ni d'équipes à 0-3. On a, si je dis pas de bêtises, à 0-3, on doit avoir les Panthers, on doit avoir les Broncos, les Bears et les Vikings du Minnesota. Oui. Ouais, qui c'est ont bien ça. perdu donc hier dans ce qu'on a appelé un peu le match de la peur, entre les Chargers et les Vikings. C'est quand même très inquiétant pour Minnesota qui une nouvelle fois perd de pas beaucoup, 28-24, encore 4 points d'écart. L'an dernier ces matchs-là, ça tombait du bon côté, cette année ça tombe du mauvais. Arthur, est-ce qu'ils vont pouvoir se relever de ce début catastrophique? C'est peu probable, j'ai envie de dire, parce que bah, là, ils subissent ce qu'ils ne subissaient pas il y a un an. Il y a un an, c'était l'équipe qui avait le plus de victoires de moins d'une possession. Je crois que c'était ça qu'on avait dit. Et là, là, c'est la même chose, mais du sens inverse. Donc, il va falloir se relever. Mais j'ai aussi, il y a une grande question, un débat qu'on a eu il y a pas longtemps. C'est aussi sur Justin Jefferson. Est-ce qu'il va vouloir rester dans une franchise qui la perd, sachant que c'est sûrement le meilleur receveur de la ligue actuellement. Et justement, alors, il y en a beaucoup, j'ai vu beaucoup de critiques tomber sur Kirk Cousins. Alors, c'est un peu le pauvre Kirk, de toute façon, quand quelque chose va mal chez les Vikings, c'est toujours sa faute. Je ressors la stat que notre patron nous a partagé ce matin, et je salue notre boss. Kirk Cousins, actuellement, il est en course pour une saison à 6018 yards, 51 touchdowns, 9 interceptions et un record de 0,17. Est-ce que c'est vraiment Kirk Cousins le responsable, Seb? Parce que finalement, il fait une saison... Enfin, tu vois, tu prends ces chiffres-là, c'est une saison excellente. Mais statistiquement, c'est... alors, t'enlèves le 0,17, bien sûr. Statistiquement, c'est une saison de MVP. Quasiment. Je veux dire, t'imagines, il y aurait pas grand monde qui pourrait lui tenir la barbichette. Le problème, c'est que les victoires suivent pas. Et le problème, et qu'il n'a pas de barbichette. Et qu'il a pas de barbichette en plus. Mais le il avait une moustache. Le problème de ce club, je vais y arriver. Le problème de ce club, c'est que chaque semaine, ils nous font ce qu'on appelle dans le jargon une Plaxico Burress, c'est-à-dire qu'ils se tirent une balle dans le pied. Là, on a une fin de match qui est gérée de façon catastrophique. Ils convertissent un force down à 41 secondes de la fin et personne n'a l'air de réaliser avant que 20 bonnes secondes se soient écoulées, que ça chauffe là, qui sont sur les 6 yards des Chargers, qui a un match à gagner, et Cousins ne spike pas la balle, ni rien, et puis sa dernière passe, elle est lâchée dans l'urgence, et elle finit dans les bras de Kenneth Murray. Donc le pire ennemi de ce club, c'est lui-même, parce que statistiquement, quand tu regardes leurs chiffres, ça performe, mais dans les faits, alors voilà, la vérité du terrain, messieurs, une fois de plus, je raconte pas que des bêtises. La vérité du terrain, c'est que ça marche pas en termes de résultats collectifs. Et puis alors, le saviez-tu? Est-ce que tu sais quel est le pourcentage des clubs ayant démarré 0-3 qui ont atteint les playoffs
depuis l'ère Super Bowl, depuis depuis l'ère Super 1967. Bowl, je sais pas, De- depuis 1990, j'ai vu que c'était 1,25%, je crois, il y a eu 4 équipes. alors, 2,4% depuis l'ère du Super Bowl. Voilà. Et Et la dernière, c'est 1,25 Houston. depuis 90, tu vois. Alors, c'est dire si ça se resserre. Et la dernière, c'est Houston en 2018. Bon, c'est il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il y a peut-être une raison d'espérer. Mais alors, qu'est-ce qui se passe une fois de plus? Moi, je reste sur cette hypothèse-là, qui ne repose sur rien de rationnel, mais leur chance a tourné. La saison dernière, effectivement, 11 matchs gagnés par moins d'un score. Et ben, cette saison, ils perdent leur match, souvent par moins d'un score, et leur chance a tourné. Je pense qu'en fait, je pense qu'en fait, le vrai niveau des Vikings, c'est un mélange parfait entre leur saison dernière et cette saison-là. C'est-à-dire Ouais, que c'est ça. l'an dernier, ils étaient bien trop hauts par rapport au niveau qu'ils avaient réellement, et ça s'est vu en playoff. Hein. Ils se sont heurtés oui, contre les Giants tout de suite. Et cette année, ils valent bien mieux qu'un bilan de 0-3 quand même. Oui. exactement. Et en fait, on est dans ce, ils sont entre les deux quoi. C'est vraiment, ils ont eu une saison de l'année dernière où tout a tourné pour eux. Je rappelle ce double poteau de Will Lutz dans le match à Londres contre les Saints notamment. Mais bon, on s'est fait d'une spécialité de rater les fils de la dernière seconde. On a aussi l'an dernier, voilà, tout qui a bien tourné pour eux. Et cette année, bah, c'est l'extrême opposé. Ils prennent pas de valises. Tu regardes les statistiques, même les statistiques d'équipe. Hier, c'est 29 first down à 24 pour les Vikings, c'est 475 yards offensifs, donc le même total que les Chargers. Voilà, il y a rien de, ils ont que 6 pénalités quand les Chargers en ont 12. Hmm. Il y a rien de, il y a les fumbles depuis le début de saison qui étaient un vrai Oui, problème, mais à part ça, je veux dire, il y a rien qui, quand tu les vois, enfin franchement, tu vois les Vikings, tu te dis ils sont aujourd'hui à égalité avec les Bears, tu regardes dans le contenu, c'est le jour et la nuit, soyons honnêtes. Quoi. oui. Enfin, la feuille de stats, elle est propre. Hein. Regarde, même Cousins, 32 sur 50, 367 yards, 3 touchdowns. T'as une interception qui vient noircir un peu le tableau, mais quand t'as un Ouais, mais ratio c'est celle-là, et de puis c'est 1 celle pour à la dernière toi, seconde. C'est celle à c'est la celle de la dernière dernière seconde en seconde. plus. Et c'est sur 50. Je veux dire, il a quand même balancé 50 passes, hein, le garçon. C'est pas rien. Non, même au sol, Alexander Mattison qui court ses 93 yards, Justin Jefferson qui performe, 7 réceptions, 149 yards, plus de 70 yards par réception. Qu'est-ce que tu veux Non, la feuille de stats, elle est propre. Sauf que ben il y a pas les résultats. Et même, je suis en train de regarder là, en total yards, les deux équipes sont à égalité, Ouais, 475 ouais. yards chacune. C'est juste fou. Ça défie toutes les lois de la logique et du football. C'est, c'est, Alors donc effectivement, ouais, je pense que leur niveau réel, c'est un mix, comme tu le disais, Flav, entre cette saison-là et la dernière. Alors ils peuvent peut-être sauver les meubles, hein. Ça peut peut-être se finir 9-8, tu vois, ou quelque chose comme ça, cette histoire. Mais les playoffs, ils les regarderont à la télé. Hein. Au niveau du calendrier, ils affronteront dimanche prochain les Panthers de la Caroline en Caroline du Nord avant de recevoir les Chiefs et d'aller chez les Bears et de recevoir les 49ers. Voilà Aïe. pour les 4 prochaines semaines. Donc en fait, il y a 2 matchs plutôt gagnables et 2 matchs plus difficiles, si ce n'est très Compliqué, ouais. compliqué. Ouais. Alors, Si ce même n'est très compliqué. Carolina, c'est pas forcément tout le temps facile. Voilà, j'ai dit gagnable, hein, pas facile. Hein. Oui, oui. C'est pas forcément facile. Non, parce que hier ils se sont bien accrochés contre Oui, les Seahawks de Seattle. Mm. Et comme depuis le début de saison d'ailleurs, parce qu'ils s'accrochent contre les Saints, ils s'étaient bien accrochés aussi, contre les Falcons aussi. C'est plutôt, ça me fait un peu penser à Houston de l'an dernier, équipe très oui. accrocheuse qui perd toujours au dernier moment, mais qui accroche pas mal. Bah tiens, justement la transition est belle, puisque Houston, on va en parler un petit peu. Cette AFC Sud est complètement folle. Hier, s'est produit un match entre Houston et Jacksonville. Sur le papier, nous disions-nous, bon, normalement, Jacksonville aurait dû plutôt bien performer. Sauf que voilà, patatras, 37-17 pour les Texans. Bon, très bien. Classement de l'AFC Sud à l'heure actuelle. Nous avons donc les Colts qui sont la seule équipe à 2-1, on en reparlera dans quelques secondes puisqu'ils ont été gagnés du côté de Baltimore, et ensuite 3 équipes à 1-2, les Texans, les Jaguars et les Titans. Seb, finalement, cette AFC Sud, est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus ouverte que ce qu'on aurait pu croire? Dans la preview, on avait dit les Jaguars devraient être normalement bien au-dessus, il n'y aurait pas trop de soucis pour eux. Est-ce qu'on se serait pas un peu planté?
Un petit peu beaucoup sur le coup, parce que non seulement on a une poule qui est particulièrement serrée là en troisième journée, mais je me dis que ce classement, il a le temps de changer peut-être 4 ou 5 fois au cours de l'année, et c'est ça qui est absolument fou. Du côté de, on parlait de Houston, on a un CJ Stroud qui est peut-être en train de se révéler parce on l'a vu bien distribuer le jeu et renforcer sa connexion avec Tank Dell, puisqu'il lui sert 2 touchdowns sur des passes profondes, une de 46 yards et l'autre aux alentours de 40 aussi, je crois. Ils ont marqué 34 points en 9 minutes dans le quatrième quart-temps. Ils terminent 20 sur 30, 280 yards, 2 TD. Et il est le 3e QB de l'histoire à atteindre 900 yards lors de ses 3 premiers matchs. Alors après, la question c'est, est-ce qu'il peut continuer sur ce rythme-là? Si c'est oui, il se place quand même sérieusement pour la course d'Offensive Rookie of the Year. Il était un petit peu, il est toujours un petit peu décrié parce que, ok, il y a de la stat, les résultats ils suivent moyen, mais force est de constater que là, on a peut-être eu à Houston ce week-end ce que j'attendais, c'est-à-dire un effet, un électrochoc de Meko Ryans qui, du moins moi je le pensais, allait réveiller cette franchise. En plus, leur défense a vraiment step up. Ils ont stoppé les conversions de troisième down de Jacksonville. Ils n'en ont converti que 5 sur 13 et 0 sur 1 sur les force down. Pas de sac, mais ils n'ont pas lâché de jeu plus long que 28 yards. Ils ont forcé des turnovers, ils ont bloqué un field goal. Et surtout, en première mi-temps, Jacksonville, 0 points. Et puis, il y a une interception. Donc, en plus, là, il y a une défense qui performe. Si ça continue sur cette lancée, il y a peut-être encore de belles journées qui s'annoncent pour eux. Sur ces Jaguars, juste un petit mot, Arthur. Forcément, ils sont décevants parce qu'on s'attendait pas à ce qu'ils soient 1-2. Alors, il y a le match contre les Chiefs la semaine dernière qui est resté serré jusqu'au bout, mais encore une fois où Trevor Lawrence avait été plutôt bien muselé. Hier, encore une fois, il a été plutôt bien pris. La suite pour les Falcons, c'est 2 matchs pour les Jaguars, pardon, c'est 2 matchs à Londres, un contre les Falcons, un contre les Bills. Puis ensuite, la réception des Colts d'Indianapolis, déplacement chez les Saints, chez les Steelers, et réception des 49ers. Il y a quand même rien de simple dans ce calendrier. C'est pas que des matchs injouables. Ils peuvent très bien gagner contre les Falcons, ils peuvent gagner contre les Colts, contre les Saints, contre les Steelers. C'est pas impossible. Mais ça reste quand même un calendrier, j'ai envie de dire, piégeux. Oui, c'est très piégeux. Jacksonville, on va pas se le cacher, c'est décevant. On pensait vraiment... parce que la saison dernière, il me semble qu'ils avaient fait un début de saison à 2 victoires et 6 défaites et qu'ils ont quand même réussi à faire un comeback. C'est l'effondrement des Titans qui a fait qu'ils ont pu, justement, les Titans se sont coulés, ils ont step up leur jeu, ils ont réussi à aller jusqu'au divisional round face aux Chiefs. Donc, je pensais vraiment que ça allait marcher, du coup, depuis ce coup d'éclat, mais là, c'est Houston, quoi. Certes, Houston a été bon, mais 37 points, ils sont pris 37 points. C'est peut-être ça le pire, c'est vraiment prendre 37 points par Houston à domicile. C'est encore. Oui, c'est vrai que contre Kansas City, bon, c'est compréhensible, mais là, c'est Houston avec certes, c'est CJ Stroud, mais c'est un rookie. Ils ont quand même une attaque qui est censée, avec Trevor Lawrence, pardon, qui est censée être bon. Elle est censée être bonne cette attaque, mais 17 points, c'est trop peu pour Jacksonville. Donc, je pense que l'AFC South va être très intéressante à suivre cette année, avec les Colts, les Texans, les Jaguars, même les Titans, si Tannehill arrête d'être sacré. Aussi. Tennessee, ils sont tombés dans un sacré bourbier à Cleveland ce week-end. Hein. Je pense que c'était pas forcément comme ça qu'ils imaginaient leur après-midi, hein, de se faire éteindre comme ça par les Browns. Non, mais il a pris combien de sacs encore Tannehill hier? Attends, je vérifie parce que. Ah ouais, voilà, j'ai pas le chiffre en tête, mais j'ai l'impression de l'avoir vu par terre toute la soirée, quoi. Alors, il s'est passé un truc aussi hein, à Cleveland. Alors, très grosse sacs. défense. Voilà, 5 sacs hyper agressifs. Il a lancé 104 yards. Je finis juste sur les stats.
13 sur 25, 104 yards. Derrick Henry, 11 portées de balle, 20 yards. Ils sont à 26 yards en tout à la course. Et 5 sacs, 36 yards de perte en 5 sacs. Donc en tout, en team passing, ils finissent avec 68 yards et 26 au sol. C'est que tu te fais match éteindre par oublié. une défense. Ouais. Oui, Tu te mais fais c'est pas la éteindre par une première fois. défense. Ouais. C'est pas la première Oui. fois parce que contre les Saints en week 1, il se fait saquer, alors j'ai plus le chiffre, mais c'est 3 ou 4 fois, et il prend 3 interceptions, hein, Tannehill. Non, et puis Non, aussi, non, il s'est passé, Pardon. il s'est passé aussi quelque chose du côté de Cleveland, c'est que tu as Deshaun Watson qui s'est remis à jouer au football. Donc, qui change tout. alors, ça change tout. Bon, il nous a fait quelques petites. Il y a une séquence en premier quart-temps où il fait preuve d'un magnifique football IQ en balançant une balle vers l'arrière alors qu'il se fait saquer parce qu'il a vu un running back qui était dans le coin et c'est catastrophique. Bon, ok, mais dans l'ensemble, il fait un match propre. Donc, tu as une défense qui met l'attaque adverse sous les ténoirs et une attaque qui se réveille d'un coup, ou du moins son QB qui retrouve sa lucidité. Forcément, ça peut pas se terminer autrement. Bon, Pour franchement, revenir au cas... je terminer sur les Titans, je suis inquiet pour eux, hein, honnêtement. Hein. Quand je vois leur 3 premiers matchs, parce que oui, ils gagnent contre les Chargers en prolongation, mais bon, voilà, la défense a quand même laissé des big plays pas possibles en fin de match, alors que les Chargers semblaient avoir plutôt le match en main. Contre les Saints, l'attaque a été très très bien contenue, même si encore une fois la défense des Saints est plutôt solide, mais il en reste pas moins que ça a été quand même assez difficile pour Tannehill. Et là maintenant, contre les Browns, ils s'effondrent complètement offensivement. Honnêtement, les Titans, ça va être tendu cette saison. Ouais, c'est inquiétant. Les Titans, ils sont en perdition depuis la saison dernière lorsqu'ils ont affronté les Bengals. C'est pas fait exprès, je te le promets, mais depuis qu'ils ont affronté les Bengals, ça enchaîne les défaites. Je crois qu'ils n'ont plus gagné en saison régulière. Ils nous le rappellent quand même régulièrement. Non, mais là c'est factuel. Depuis qu'ils ont affronté les Bengals, saison régulière de l'année dernière, aucune victoire. Alors que les Bengals, c'était le 27 novembre, pour te dire. Ouais. Et le saviez-tu, c'est la dernière victoire des Bengals aussi, c'est ça qui est dingue. Ils vont en playoff, les Bengals. Je rigole, c'est bon, je t'embête. Oh là là, non, mais oui. Je sais, t'inquiète pas, on se taquine. Après, ils ont quand même réussi à mettre fin à cette série la semaine dernière face aux Chargers, mais c'est pas pour ça que c'est bien. Là, c'est 3 points. 3 points. Ah oui, Après, pour revenir au cas de Jacksonville et Houston, il y a quelques faits qu'il faut quand même pas oublier. C'est que Houston, sur leurs 37 points, ils en marquent 34 en moins de 9 minutes dans le 4e quart-temps. Donc ça veut dire qu'en face, tu as une équipe qui craque complètement. Et que ce qui a tué, à mon avis, les Jaguars, ça a été des maladresses. T'as un drop de Calvin Ridley, t'as une passe droppée par Calvin Ridley lors de leur première possession, qui donne le ton en fait de tout ce qui va se passer, notamment en première mi-temps. En première mi-temps, leurs 5 premières possessions, ça fait field goal, punt, field goal bloqué, punt, fumble. Quand tu commences comme ça, c'est les 5 premières possessions du match, ça commence mal. Donc tu as toutes ces hésitations, toutes ces ornières dans lesquelles l'attaque tombe. À un moment, ta défense, elle craque. Elle peut pas tenir un match comme ça, seule sur ses épaules, sur toute la longueur. Et en fin de match, elle a explosé. Un petit mot quand même, les amis, sur les Colts d'Indianapolis, qui ont été chercher une victoire assez surprenante chez les Ravens de Baltimore. Alors, pour avoir parcouru quelques sites américains, ils se sont visiblement ennuyés, nos amis US, ce match-là. C'était un match véritablement à l'ancienne, entre les Colts et les Ravens. Ça a beaucoup couru, alors le temps n'était pas favorable non plus à une envolée lyrique. 186 yards à la course pour les Ravens, 139 pour les Colts. 27 sur 44 pour Gardner Minshew, un touchdown, 0 interception, j'ai envie de dire. Gardner Minshew a peut-être pas été exceptionnel, mais il a fait le travail, Arthur. Oui, non, franchement, pour un match où Anthony Richardson, le quarterback le quarterback titulaire n'était pas présent, c'est pas mal. Hein. Il a fait le taf. Il a ramené une victoire à Indianapolis, ce qui n'était hier dans le live du dimanche. On
pensait tous que les Ravens allaient gagner. Mais là, faut dire que la défense d'Indianapolis a fait le travail face à l'attaque des Ravens qui était pas à son plus haut niveau. Ils ont... Ouais. Est-ce que Lamar Jackson, finalement, parce qu'il met quand même 2 touchdowns à la course, Lamar, il a été beaucoup critiqué encore sur ses choix, sur tout ça. Bon, je pense que de toute façon, vu le contrat qu'il a maintenant, à chaque décision qu'il prend, il sera critiqué. Est-ce que vraiment la défaite, elle est pour Lamar Jackson, Sam? Je suis pas sûr que la défaite elle soit vraiment imputée à Lamar Jackson. Comme tu l'as dit, il y a des conditions de jeu qui étaient particulièrement difficiles. Et idem, alors un fait quand même à ne pas oublier, c'est que sur les 22 points d'Indianapolis, il y en a 16 qui viennent par le kicker. Ouais. Voilà, qui viennent par Matt Gay. Donc Matt Gay, voilà, donnez-lui le titre de MVP du MVP du match. Je suis pas sûr qu'il soit seul responsable. Bon, certes, il y a des pertes de balles. Il fait une perte de balles. Kenyan Drake en fait une également. T'as le centre Sam Mustipher qui loupe qui loupe un snap. Je pense surtout que la défense d'Indianapolis a réussi à exploiter toutes ces petites erreurs, et de leur côté, ils n'ont pas eu à forcer leur talent pour réussir à prendre l'ascendant. En overtime, ils font 4 courses, ils se mettent sur la ligne des 35 et ils ont leur super kicker qui passe son field goal. D'ailleurs, je crois que c'est le premier joueur de l'histoire qui fait 4 field goals de 50 yards ou plus en un seul match, Matt Gay. Donc voilà, faut pas oublier que les kickers sont des êtres humains eux aussi, hein, et on peut quand même pas lui enlever cette performance. C'était un match à l'ancienne, c'était vraiment du football. Du football des années des années 70 qu'on a vu avec côté Indianapolis, oui, Gardner Minshew qui fait rien de fifou, mais qui reste collé au plan de jeu de coach Station, et surtout qui ne fait pas d'erreur. Et en fait, c'est ce qu'on lui demande. Ouais, c'est tout ce qu'on lui demande. Effectivement, on lui demande pas beaucoup plus. Et je tiens à rajouter oui, un petit truc du côté des Ravens. Les blessés, ça a sûrement fait la différence hier soir. Oui, hier soir. Hier après-midi là-bas. Parce que ils ont leur receveur OBJ qui est pas là. Le Justice Hill, le running back, donc le jeu au sol, était pas présent. Enfin, à part avec Lamar Jackson, mais c'est pas sa nature première, forcément, si c'est un quarterback. Donc je pense que le Baltimore va avoir du mal à gérer les blessés, sachant que, pour info, les 3 prochains matchs, c'est les Browns la semaine prochaine, donc duel de l'AFC Nord. Les Steelers la semaine d'après, un autre duel de l'AFC Nord. Et après, ce sera un peu plus tranquille avec les Titans. On passe à l'autre équipe. Tu parlais de Shane Steichen, on va parler de Jonathan Gannon, puisqu'ils étaient tous les deux chez les Eagles. L'an dernier, c'était les 2 coordinateurs des Eagles. Et Jonathan Gannon a été chercher sa première victoire de la saison avec les Cardinals de l'Arizona. Une victoire face aux Dallas Cowboys, on parlait de surprise. Celle-là, c'en est une sacrée. Les Cardinals qui tournaient autour depuis le début de la saison. Ils avaient été plutôt convaincants en début de match contre les Commanders. Ils avaient largement mené la première mi-temps contre les Giants. Et cette fois, ils ont non seulement mené, mais ils ont tenu. Alors, on n'est pas tout à fait d'accord avec Arthur. Bon, je vais laisser Arthur développer ses arguments. Les Cardinals surprennent jusqu'à quand? Eh ben, les Cardinals, j'ai envie de dire... Je vais pas dire quand même que c'est une grande équipe non plus, mais c'est pas une mauvaise équipe. Non, faut pas pousser non plus. Non, mais je relativise quand même. Non plus. Ouais, c'est quand même correct, quoi. Comment? On est des gens qui connaissent le football quand même. Oui. Correct. Non, mais c'est pour ça. C'est pas une bonne équipe, mais c'est pas une mauvaise équipe non plus. Parce que ils tournaient autour depuis le début de la saison, donc face à Washington, face à New York, et là, face à Dallas. Certes, Dallas, bon, c'était Dallas contre Dallas. Ils ont fait n'importe quoi, mais il y a quand même du très bon à tirer de la performance des Cardinals.
avec un quarterback remplaçant, Joshua Dobbs, qui a fait le taf, j'ai envie de dire. Et une équipe que je trouve intéressante à suivre dans le futur, Arizona, dans le futur de la saison, parce que je pense qu'elle peut aller titiller quelques équipes qui sont censées gagner. Je vais être d'accord avec toi sur le fait qu'elle peut éviter le first pick. Déjà, elle va éviter le 0,17 que certains lui promettaient. C'est déjà pas mal. Oui, parce que elle va éviter. on a vu des trucs passer comme quoi ils allaient marquer 3 points par match et tout. Là, non. Elle peut éviter le first pick. Enfin, l'éviter, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour eux, mais bon, ça c'est un autre problème. Sachant qu'on le rappelle, ils ont 2 choix de draft. Ils ont le leur et celui de Houston. Ils ont quand même un calendrier qui est pas forcément le plus compliqué de toute la NFL, qui est pas facile, mais qui est pas le plus compliqué non plus. La semaine prochaine, c'est contre les 49ers. Voilà, bon, j'arrête là. Oui. La semaine prochaine, c'est contre les 49ers. Ça suffit, ça suffit. Pas besoin de débattre plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, de ce que j'ai vu, parce qu'on avait la chance hier d'avoir que 3 matchs en deuxième partie de soirée, et donc du coup de pouvoir, surtout que le match entre les Chiefs et Kansas et les Bears, a été assez rapidement réglé. Donc la red zone s'est surtout concentrée sur le Arizona Dallas et sur le Seattle Carolina. Et sur le Arizona Dallas, tu vois quand même que si je dois leur reconnaître deux qualités aux Cardinals, c'est déjà que Jonathan Gannon m'a l'air de très bien préparer ses matchs. Vraiment, pour le coup, tu vois que ce soit contre les Commanders, contre les Giants ou là, contre Dallas, tu vois qu'il identifie très bien les failles adverses. Et là, les failles adverses, c'était les absences qu'il y avait en nombre, quand même, chez les Cowboys de Dallas, et notamment sur la ligne. Il y avait Trevon Diggs, mais aussi il y avait des absents sur la ligne défensive. Et quand tu as 3 titulaires absents sur la ligne, ça change les choses. Surtout quand la force des Cardinals est en train de devenir leur ligne offensive. Parce qu'il faut voir les brèches qu'ils ont ouvertes hier sur le jeu de course. Et ils l'avaient déjà fait contre les Giants. Donc cette ligne offensive, tant qu'elle tombe contre des équipes qui sont un peu brinque-ballant en face avec la ligne défensive, ça pourra marcher. Ils pourront tenir le score. Le jour où ils vont tomber sur une ligne défensive vraiment dominante, comme peuvent l'être les 49ers, par exemple, à mon avis, ils vont prendre un sacré jus. Mon avis, on verra la semaine prochaine, mais ils risquent de prendre un bouillon. Seb, ils prennent un bouillon la semaine prochaine? Oui, je crois quand même pas que je vais te dire le contraire. Après, il faut quand même saluer leur perf parce que comme tu le disais, ils tournaient autour de cette première victoire. On était d'accord quand même sur un point, c'est que jusqu'ici les matchs des cartes, ça n'était pas des matchs vides. Il y avait un contenu, il y avait quelque chose. Néanmoins, ils se déroulaient toujours selon le même scénario, c'est-à-dire que ils jouaient à bloc, ils construisaient une avance à la marque, et puis ensuite la défense se faisait piétiner et ils voyaient l'avance fondre au soleil. Et ça en prenait le chemin ce week-end jusqu'en deuxième mi-temps. Il y a une passe de 69 yards sur Michael Wilson, ça rallume la mèche. Alors qu'ils avaient enchaîné 2 possessions qui s'étaient terminées par des punts. 3 jeux plus tard, ils marquent 28-16 et ils gardent le score jusqu'à la fin. Effectivement, grosse perf de l'O-line parce qu'on parle de James Conner qui a quand même couru 98 yards en 14 carries, il rajoute un touchdown. Et puis surtout, 189 yards par la passe face à une défense des Cowboys qui en avait lâché moins de 200 en 2 matchs. Alors, certes, des absences sur la ligne défensive, mais ces occasions-là, si tu les saisis pas, si tu les saisis pas à ce moment-là, tu les saisis jamais. Joshua Dobbs qui fait son match, je crois, complète plus de 80% de ses 17 sur 21 la passe. Ouais. Voilà, 17 sur 21, exact, c'est ça. Les Cards, ils ont marqué 34 points de plus que leurs adversaires au cours de leur première mi-temps cette saison. Alors effectivement, est-ce qu'ils peuvent continuer sur cette lancée? Alors peut-être, mais pas toutes les semaines. Et effectivement, calendrier que tu as annoncé les 49ers la semaine prochaine. Après, ils prennent les Bengals, les Rams, les Seahawks. Ils ne devraient pas en prendre beaucoup quand même. Ouais, ils vont pas en prendre beaucoup sur le lot. Alors, je laisse une réserve sur les Bengals parce que ça reste quand même. Parce que c'est les Bengals.
Non, mais ça reste quand même une énigme pour moi jusqu'ici, ce club. Hein. On va voir ce soir. C'est Les une Rams, énigme pour tout le monde. les Rams, c'est pas sûr que ça passe. Hein. Et les Seahawks, c'est pas sûr que ça passe non plus. Donc, je pense qu'ils franchissent une étape sur ce match, vraiment. Mais ça en fait pas pour autant des contenders ou des troubles faits. Et je pense que cette victoire va aussi, alors je suis pas sûr que pour les 49ers ils en avaient besoin, mais pour peut-être d'autres équipes va créer un signal en disant attention, les Cardinals c'est pas les paillassons de la NFL, ils sont capables de gagner des matchs et peut-être même inconsciemment que certaines équipes sont arrivées un peu en se disant bon, Cardinals cette année, hein, ça va passer. Bon, ils ont été rappelés très vite à ce qu'est la NFL, c'est-à-dire, et Jordan, l'un de nos collègues, le disait très justement sur notre serveur interne, rappeler ce qu'est la NFL, c'est-à-dire une compétition entre 32 équipes, et la différence entre la meilleure de ces équipes et la plus faible de ces équipes n'est pas forcément aussi importante que dans d'autres sports. Et même l'équipe qui va finir à 0-17 n'est pas forcément peut gagner un match en fait, n'est pas forcément si mauvaise qu'on voudrait bien le dire. Et c'est ça qu'il faut jamais oublier en NFL, c'est que tout le monde peut battre tout le monde. Et bah là, les Cards, ils ont prouvé qu'ils pouvaient aller gagner un match et ils auraient pu déjà être à 2-1 parce que la semaine dernière contre les Giants, il a fallu un miracle pour qu'ils soient pas pour que les Giants s'en sortent. Alors il y a Jus qui demande les Cardinals peuvent-ils aller en playoff. Honnêtement, moi je vais te faire une réponse en 3 lettres, non. Non, oui, non, loin de là. La marche est beaucoup trop haute. Je n'y crois pas. Leurs matchs sont loin d'être vides, leurs matchs sont intéressants, il y a du contenu, il y a du jeu qui est produit des deux côtés de la balle. De là à aller en playoff, jouer des troubles faits, non, la marche est trop haute. Il faut voir la division dont on parle aussi. Hein. Parce que mais il y a San Francisco dans la division. Oui, mais c'est bien ce que je dis. Et ça veut dire que pour aller en playoff, il faut être devant San Francisco. Ouais, ou alors on allait chercher une wildcard, mais. Ouais, mais wildcard, ça me paraît compliqué. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a du positif, il y a du mieux par rapport à la saison dernière, ça c'est sûr. Oui. La saison dernière. Alors tiens, j'ai une question, Seb, en plus, qui n'était pas prévue au programme, mais tant qu'on en est à 1h10, allons-y. Est-ce que finalement, Kyler Murray, ce serait pas une mauvaise chose sans taux? C'est la question, très exactement la question que j'étais en train de me poser et de me formuler. Plutôt, je me disais, qu'est-ce qui va se passer quand Kyler Murray va à nouveau être en état de jouer? Eh ben, bonne question. Moi, je pense que ça va beaucoup dépendre des résultats des semaines à venir, parce que Murray, je crois qu'il est censé. Alors, normalement, c'est week 7-8. Hein, voilà, week 7-8, j'allais dire dans 3 semaines, j'étais pas très loin. Donc, je pense que ça va vraiment dépendre des résultats. Si le compteur est toujours bloqué à une victoire, pourquoi ne pas réintégrer sa place? Si c'est pas le cas, si ça marche avec Joshua Dobbs, la question il va finir aux Vikings, Kyler Murray. Ouais, comme nous disait Vin Yanks la semaine dernière, il va finir aux Vikings. Il va finir aux Vikings quand les Vikings vont pas renouveler Kirk Cousins et ils vont trader pour Kyler Murray, tu vas voir. Non mais vraie question et pour le moment moi j'ai du mal à discerner une vraie réponse précisément. Je pense vraiment que ça va être une décision qui sera prise si elle doit être prise selon la fiche de l'équipe au moment où Murray sera déclaré à nouveau apte. On pourrait très bien imaginer quand il sera déclaré apte, il ne starte pas le match et qu'il entre en deuxième mi-temps et que Joshua Dobbs soit le titulaire. Ça serait pas dénué de sens non plus. C'est tout à fait possible. Un tout petit mot, Arthur, sur les Cowboys. Est-ce que finalement, au-delà des Rams qui ont fait un bon match, et je le répète, hein, je donne vraiment tout le crédit, que ce soit aux joueurs ou au coaching staff qui a vraiment fait depuis 2-3 semaines du bon boulot. Au-delà de ces Cardinals, est-ce qu'on n'a pas vu finalement les Cowboys trop beaux? Est-ce que c'est vraiment juste un problème d'absence? C'est sûrement un problème d'absence, mais si le problème d'absence se fait ressentir contre Arizona, qu'est-ce que ça va être plus tard? Parce que bon, on l'a dit, Arizona, ouais, ils sont plus, enfin c'est pas une bonne équipe, c'est pas une mauvaise équipe, mais c'est Arizona. Si les absences commencent déjà à se sentir contre une équipe
on va dire, moyenne basse, ça peut faire mal. Après, est-ce que c'est dû aussi à un manque de concentration, un match qui était pour tous une victoire facile, mais qui s'est tourné en une défaite, et pas une petite défaite, 28-16 quand même, c'est 2 possessions. Donc il va falloir voir ce qui se passe du côté de Dallas, parce que Dallas avait mis 70 points sur leurs 2 premiers matchs. Ouais. Ils en avaient encaissé que 10. Et là, c'est tout l'inverse. Ça fait mal pour eux. Donc, faut espérer pour les fans de Dallas et la franchise en elle-même que ce soit juste un manque de concentration pendant un match. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, la victoire, la défaite sur ce match-là pourra coûter cher en fin de saison régulière. Parce qu'on le rappelle, ils sont avec les Eagles dans la conférence. Dans la division. De division, pardon. Oui. Et chaque victoire va se compter. Chaque défaite aussi. Une défaite de trop peut coûter la première place et peut-être potentiellement le first seed ou le one seed, le first seed de la NFC. Donc attention, c'est un petit avertissement pour Dallas pour la suite de la saison, parce que ça reste une bonne équipe, mais attention à eux quand même. Faut pas trop se relâcher. Un dernier mot sur Dallas, Seb, parce que j'ai vraiment envie d'avoir ton sentiment là-dessus. Je regarde le calendrier des Cowboys et je me dis, est-ce que le match fondateur de cette saison pour les Cowboys, c'est pas la Week 5 contre les 49ers? Parce que jusque-là, ils auront joué donc les Giants, les Jets, les Cardinals, la semaine prochaine les Patriots. Sans vouloir manquer de respect à aucune équipe de NFL, ils n'auront pas joué le grand nom. Les Giants cette année, c'est pas impressionnant. Les Jets, on connaît le problème, Aaron Rodgers, etc., etc. Les Cardinals, on s'attendait pas qu'ils soient à pareille fête. Les Patriots seront moyenne AFC au mieux, mais devraient pas aller jouer les premiers rôles. L'enchaînement déplacement 49ers, déplacement de Chargers, est-ce que c'est pas vraiment là qu'on va voir de quoi les Cowboys sont capables? Ah, mais très clairement. La question que je me suis posée en voyant le résultat d'hier soir, c'est est-ce que les 2 semaines précédentes, ils n'ont pas joué au-dessus de leurs moyens et ils ont eu la chance que ça fonctionne. Pour parler techniquement, est-ce qu'ils n'étaient pas au-dessus de leur pompe? On va le savoir assez rapidement. Est-ce que les équipes affrontées étaient si fortes que ça? C'est ça le truc aussi, parce que on dit qu'ils sont forts contre les forts et faibles contre les faibles, mais est-ce que les équipes contre qui ils ont été forts étaient si forts? C'est ça la vraie question. Si tu regardes le tableau de chasse objectif, non, c'est quand même pas un tableau de chasse qui fait rêver. Moi, je suis très très curieux de savoir ce qui va se passer la semaine prochaine contre les Patriots, parce que notre ami Belichick, qui aurait envie de leur jouer un tour de cochon chez eux en plus, ce serait bien son genre. Et si il devait perdre, même de façon courte, je dirais même surtout de façon courte, contre une équipe comme les Patriots qui, on va dire, se cherche en ce moment, pour dire le moins, le signal serait fort. Ça serait pas rassurant pour eux avant d'aller rencontrer l'ogre californien, n'est-ce pas, qui est appelé à régner en Californie et qui est appelé à régner sans partage sur la NFC. Ne l'oublions surtout pas. Donc oui, c'est un match qui comptera déjà clairement pour le haut de la NFC, peut-être à la fin de saison. Hein. Ah, complètement. Le vainqueur de ce match, il prend une option sérieuse sur le premier site. Enfin, sur le premier site, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais il prend une option sérieuse sur la tête de la NFC. Ça, c'est assez net. Les amis, juste avant de refermer ce live et ce podcast, puisqu'il sera rediffusé à partir de demain sur les plateformes de podcast, votre moment dans cette week 3, vos moments forts, quelque chose, un résultat qui vous a plu dont on n'a pas encore parlé, une action, quelque chose, Arthur? Moi, je vous préviens, je parle des Saints, hein. Je vous pique les Saints. Ah bon? C'est étonnant, dis donc. Ah oui. Bizarre. Non, alors là, je coupe tout de suite, je coupe court à cette affaire. Je ne parle des Saints que quand ils perdent. Vous avez remarqué que j'en ai pas parlé les semaines précédentes. Pas faux. C'est vrai. Pas faux. Bravo. Voilà.
Vas-y, je t'écoute, Arthur. T'as le droit de parler, mais pas plus que ça. Non, je laisse d'abord à Seb. J'ai encore besoin de quelques secondes de réflexion. Excusez-moi. Alors, réfléchissent. Vas-y, moi, Seb. moi, Il est toute la journée, il choisirais faudra deux moments. Moi, je choisirais deux moments. Alors, le premier, je vais pas revenir dessus, on en a déjà largement parlé. C'est la victoire d'Arizona sur Dallas, parce que vraiment, à titre personnel, moi, je l'ai pas vu venir, hein, mais vraiment pas du tout. Et puis, autre moment très sympa, c'est la passe de touchdown lancée par Kellen Winslow. C'était parce que c'était chouette à voir. Très bien. Arthur, est-ce que tu as réfléchi ou est-ce que je fais mes Saints? Les 70 points des Dolphins. Ouais. Moi, ça restera marquant. Parce que en fait, il voulait nous dire la première victoire de Joe Burrow, mais il ne peut pas encore. Donc, si vous écoutez ce podcast, voilà, si vous entendez ce podcast, je rappelle que ça a été enregistré lundi soir, donc on ne sait pas encore le résultat des Bengals à cette heure-là. Enfin, on se doute qu'ils vont perdre, mais on sait, la première mi-temps de Joe Burrow. Voilà. On connaît pas les 3 premiers jeux qu'il va faire avant de se blesser, quoi. Ouais, il va aller sur la petite voiturette de golf et il va sortir du terrain. Voilà. Et on va ressortir ses propos à 8h du matin, ça va être terrible. Alors moi je vais vous parler un petit peu des Saints, de la Nouvelle-Orléans, puisque Biotime me dit mes excuses à Flav pour ce petit hold-up des Packers. Love fait des erreurs, mais très bonne mentalité sur le terrain, effectivement. Love fait des erreurs, les receveurs ont fait des erreurs, mais les receveurs sont tombés aussi contre une très bonne défense de la Nouvelle-Orléans. Franchement, en fait chez les Saints il y a ce problème-là, c'est-à-dire que la défense est excellente, c'est la meilleure sur les matchs à l'extérieur depuis 2018, c'est celle qui a encaissé le moins de points. Si on prend tous les matchs depuis la saison 2018, c'est une moyenne de 18,5 points encaissés par match à l'extérieur. C'est absolument incroyable. Ils sont sur une série de 11 matchs consécutifs à moins de 20 points encaissés. Donc la défense, elle tient le coup. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que l'attaque patine encore. Et elle patine grandement. Alors, on a un problème de running back. Alvin Kamara n'était pas là pendant les 3 premières semaines. Jamal Williams est blessé. Il sera pas là pendant les 4 prochains matchs. Donc, ça donne beaucoup de responsabilités, notamment à Chris Olave, qui les prend plutôt bien. Soyons d'accord. C'est pas lui le responsable de la défaite. Loin de là. Il y a beaucoup de responsabilités sur Rachid Shahid aussi, qui a d'ailleurs signé un très beau retour de punt. Mais cette équipe des Saints, clairement, elle a été déstabilisée par le fait du match, à savoir la blessure de leur quarterback Derek Carr. Jusque-là, tout roulait bien, 17-0, tout allait bien, et on a l'impression que cette défense vraiment de qualité, dès le premier touchdown, on a senti que ça se raidissait. On a senti une espèce de tension dans l'équipe dès que les Packers sont revenus progressivement, donc à 17-3 puis 17-11, tu sentais qu'il y avait une espèce que le comeback était possible, comme on a senti un petit peu la semaine dernière les Giants avec les Cardinals. Tu voyais que au fur et à mesure des minutes, ça allait devenir de plus en plus probable. Et ça se termine avec ce field goal raté par Blake Group. Field goal qui normalement devrait en NFL pouvoir passer, d'autant que les conditions n'étaient pas dantesques. Bon, ça fait une défaite 18-17, rien d'inquiétant pour les Saints, plutôt rassurant pour les Packers parce qu'ils s'étaient mangé un comeback la semaine dernière contre les Falcons. Là, c'est eux qui en font un. Et moi, Jordan Love, je sais pas ce que vous en pensez, Seb et Arthur, mais je le trouve loin d'être ridicule, le petit quarterback des Packers. Il y a eu des moqueries sur son début de match en disant, quand il fait une passe, c'est clairement plus Aaron Rodgers. Il est certes dans ses choix parfois imprécis, il est dans ses choix parfois limités, mais il est capable, et on l'a vu hier, de conduire des comebacks quand même. Je suis d'accord, il a le niveau, il fait les erreurs d'un jeune quarterback, il fait les erreurs d'un QB qui a du temps de jeu pour la première fois, alors pas d'un rookie parce que techniquement il n'est pas rookie, mais c'est la première année qu'il a un tel temps de jeu. Les erreurs qu'il commet, elles sont classiques, elles sont pas inquiétantes. Je pense que les Packers ont misé sur le bon cheval pour leur avenir. Et les Packers qui vont jouer, je crois, dès jeudi. Il me semble que c'est eux en Thursday Night Football. Si je ne dis pas de bêtises, ça doit être contre les Lions. Alors c'est fort possible. Je crois que c'est ça.
Il me semble que c'est Détroit Green Bay pour le Saturday Night Football Un match très de intéressant cette d'ailleurs. week 4. Voilà, deux équipes qui sont à 2-1. Donc voilà, parce que mine de rien, ils sont en tête de la division hein, avec les Lions, actuellement les Packers de Green Bay. Ouais, vu que les Vikings ont pas l'air enfin, Et sont pas oui, dans le alors coup, tiens, ça joue une place. Biotime présente un point effectivement, et il dit il faut le retour de Jones, parce qu'il faut rappeler quand même que les Packers hier ont été extrêmement diminués par des blessures. Il n'y avait pas de Watson, il n'y avait pas de Jones, il n'y avait pas de Bakhtiari. Bref, c'était quand même une équipe qui était affaiblie par des blessures. Donc voilà, c'est tout à leur honneur d'avoir cru en eux, parce qu'être mené 17-0 à l'entrée du quatrième quart, il y a des équipes qui auraient pu lâcher un petit peu. Eux, ils y ont cru et c'est tout à leur honneur. Et je remets cette victoire avec grand plaisir à Biotime et aux Packers. Et je salue Mika qui était fan des Packers aussi, qui était dans notre équipe de TFA avant. Franchement, ils sont loin d'être ridicules, les Packers, parce que beaucoup les mettaient en saison de reconstruction, du coup, saison entre guillemets oubliée. Mais là, ils sont loin d'être ridicules. Jordan Love, loin d'être ridicule. Il a beaucoup de pression parce que on passe de Aaron Rodgers, qui est quand même une légende de Green Bay, à lui. On lui confie les clés de la maison de Green Bay, qui est quand même une franchise mythique en NFL. Et pour l'instant, il s'en sort bien. C'est certes, il a des petites erreurs et tout, mais ça, on va dire que c'est un rookie. Je vais le considérer comme un rookie parce qu'avant, c'était un remplaçant. Donc, Et je ne si pas vous trop êtes, vraiment l'évaluer. Oui. et si vous êtes fan des Saints, des petites nouvelles de Derek Carr quand même. Ça peut être intéressant. Ouais. La blessure est moins grave que ce qu'on pouvait craindre. Pendant un moment, on a craint la dislocation de l'épaule complètement et donc la fin de saison pour Derek Carr. C'est nettement moins grave. C'est juste une torsion en fait d'un tendon au niveau de l'épaule. Il sera absent quelques semaines. Il est en week to week. Donc bon, peut-être qu'il sera retour. En fait, ça dépend comment il retrouve sa mobilité au niveau de son bras. Il peut être là dès la semaine prochaine, mais plus probablement dans 2-3 semaines, il devrait être de retour avec les Saints. Les Saints qui joueront contre les Buccaneers la semaine prochaine. Et il y a Jus qui nous dit moi mon moment fort c'était leur Swift qui explose de joie sur le touchdown de Kelsey, Travis Kelsey qui a mis un total qui a mis son touchdown et effectivement on a vu la maman de Travis Kelsey exploser de joie aux côtés de Taylor Swift. Taylor Swift qui a été montré à peu près 14 fois par la réalisation américaine. Je pense qu'ils ont montré plus de fois Taylor Swift que Justin Fields pendant le match entre les Bears et les Chiefs, ce qui est quand même... Ça peut se comprendre. Oui, oui. Alors là, je te laisse maître de tes propos. Et d'ailleurs, si vous regardez la photo, la petite vignette des highlights sur ESPN, c'est une photo de Taylor Swift. Hein. C'est quand même assez dramatique quand tu dis que Non, le mais truc le plus c'est intéressant. l'événement de Kansas Oui. City là-bas. C'était ça. Travis Kelsey qui termine donc le match avec 7 réceptions, 69 yards et un touchdown. Voilà. Pour le petit moment, tiens, question non prévue pour terminer ce podcast. Tant qu'on en est à parler de musique, si j'ose dire, avec Taylor Swift, Usher qui sera le showman du Super Bowl, de la mi-temps du Super Bowl, ça a une réaction? Tu tiens vraiment à ce que je te Oui, dis? J'ai parole libre. oui, tu as parole libre. J'en ai on a rien à passé 22 heures. J'en ai rien à cirer. Je crois que t'allais être pire que ça. Arthur. Non, quand même, je sais me tenir. Ma maman m'a bien élevé. Non, mais franchement, j'en ai rien à cirer. Usher. T'es comme moi, tu coupes le son pendant le show du Super Bowl, quoi. Oui, non, parce que après, ça reste quand même un show. Il y a toujours quelque chose à y prendre, mais voilà, sur le papier, ça m'excite pas. Après, il peut se passer des choses. Mais, encore une chance que Usher t'excite pas. Oui, c'est toujours bon à prendre. Voilà, je veux dire, soyons clairs. Hein, Usher, c'est pas dans les playlists. J'ai jamais acheté un CD. Ou est-ce que je suis un vieux? J'achète des CD. Voilà, jugez-moi. Et je pense que quand ça passe à la radio, je change de station. Donc vraiment, ça glisse sur moi comme l'eau sur les plumes du proverbial canal. Très bien. Arthur, une réaction ou tu t'en fiches aussi? Alors franchement, je m'en fous un peu, mais rien ne surpassera le Super Bowl de 2021. C'était mon petit kiff cette année-là. Après, bon, alors reste, attends, faut voilà. que tu nous rappelles parce que 2021, nous, c'est loin. c'était quoi? C'était Snoop Dogg, Dogg, 50 Cent, Dr. Dre. Eminem, Dr. Dre.
Ok. Ah, J'ai dû en oublier. oui, non, mais c'est pas juste parce qu'il y avait les Bengals qui étaient là, quoi. Alors même pas, hein. Même pas. Même pas. Non, non là, la mi-temps était quand même. Là, le son était à fond sur la télé. Très bien. Il y avait Kendrick Lamar, il y avait Mary J. Blige aussi, je crois. Oui, merci Jules dans le chat. Voilà. Mais ouais, Très non, bien. bon, Voilà. c'est super pour l'entertainment. Sinon, moi, je m'en fous. Voilà. Et je Je m'en moque, rappelle je m'en que moque. on sera en live pour le Super Bowl, évidemment, comme tous les ans, pour vous commenter le Super Bowl en direct. Ce sera le 11 février du côté de Las Vegas, avec peut-être les Raiders à domicile. Non, c'est peu probable. Ah, Arthur, quel blagueur! Arthur, oui, je me suis dit, je vais finir sur une blague. Arthur Sem, merci beaucoup pour votre participation. Merci dans le chat à Biotime, à Ju, à Mathieu, à tous ceux qui sont passés nous faire un petit coucou. Ça nous fait toujours plaisir. Alors, on se retrouve pas jeudi, on se retrouve en podcast jeudi. Et pour le live, on se retrouvera dimanche avec Yaya et Bertrand qui vous présenteront tous les matchs de la Red Zone. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite sur les antennes de TF1. Salut, salut. Ciao, bye! Salut et merci!